Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce débat, cette table ronde consacrée au Brexit, conséquences pour l'Europe, opportunités ou menaces pour la Suisse, qu'on organise donc en collaboration avec Forhouse, que je remercie au passage, et l'Université de Genève, et qui sera suivi demain d'ailleurs d'un débat à l'université précisément sur les conséquences, puisqu'on connaîtra le résultat du vote, j'imagine, à partir de la fin de cette journée. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cet échange. Et comme le veut notre tradition, je vais vous demander de signer notre livre d'or. Et puis, je vous remets le petit souvenir. Voilà, c'est les derniers. On va réapprovisionner. Il y en a encore là, voilà. C'est le petit catalogue de Cartooning for Peace, donc l'exposition que nous avons faite au mois de mai sur le quai Wilson. Très bien, ben alors je passe la parole pour commencer peut-être à M. Nagy, et puis après on commencera le débat. D'accord, ben, je vais parler comme ça. Je vous remercie. Alors d'abord, j'aimerais remercier le Club suisse de la presse de nous accueillir ici, Forhouse Genève, particulièrement Jérôme Favre qui est ici, d'avoir organisé cet événement en ce jour historique, puisque comme vous le savez, le référendum britannique se tient en ce moment même. Les Britanniques votent sur l'avenir de leur appartenance à l'Union européenne. Et donc, pour être tout à fait précis, les résultats sont attendus à la fin de la nuit, donc entre 4h et 6h du matin, puisque les bureaux de vote sont censés fermer à 22h heure locale, donc 23h pour nous. Donc demain matin, nous saurons si le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne ou pas. Pour cet événement, pour ce panel, nous allons commencer par une petite présentation du papier, de notre papier d'analyse que vous trouvez d'ailleurs à l'entrée, que nous distribuons gratuitement, que je vous encourage d'ailleurs à regarder. Donc c'est la dernière étude du Forhouse, le laboratoire d'idées, que vous connaissez peut-être maintenant bien, et qui donc se pose la question de savoir ce qui se passerait en cas de Brexit. Donc si le Royaume-Uni décide de sortir de l'Union européenne aujourd'hui, quelles sont les alternatives potentielles, crédibles, qui s'offrent à lui? Et nous avons voulu étudier plus en détail une de ces alternatives qui vous est sans doute familière, c'est la voie bilatérale, c'est-à-dire ce que la Suisse a développé pour elle-même à partir des années 90 à la suite du rejet de l'espace économique européen le 6 décembre 1992. Il existe, je le dis tout de suite parce que dans cette étude on n'en parle pas, mais il existe évidemment d'autres alternatives pour le Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni veut garder des contacts avec l'Union européenne, un accès au marché intérieur, ce qui est fort probable, il a d'autres alternatives qu'une voie bilatérale. Par exemple, l'accès à l'espace économique européen et se retrouver dans une situation assez similaire à la Norvège. Donc je le dis juste pour que vous le sachiez, mais on n'en parlera pas lors de cette présentation. Donc voilà, 2 mots sur la présentation en elle-même, comment est-ce que je vais l'organiser. Donc nous allons développer les 3 arguments qui sont sortis le plus dans la campagne des Brexiters, des personnes qui sont favorables à la sortie du Royaume-Uni. Les 3 arguments en faveur donc d'une sortie du Royaume-Uni et du développement d'une voie bilatérale. Et nous allons analyser systématiquement leur pertinence au regard de de l'histoire du bilatéralisme entre la Suisse et l'Union européenne. Et puis ensuite, nous aurons donc une petite conclusion, une petite synthèse pour donc évaluer cette pertinence. À la suite de quoi, nous aurons une discussion avec notre panel. Je présenterai donc à la suite de ma présentation de ce papier, je présenterai les intervenants et nous discuterons donc ils nous donneront un feedback sur le papier, leurs impressions et bien évidemment les 2 questions aussi principales de cet événement. Quelles conséquences pour la Suisse en cas de Brexit? Quelles conséquences pour l'Europe en cas de Brexit? Voilà comment cet événement est organisé. Donc 2 mots sur moi quand même. Je suis donc le Senior Policy Fellow en bon français du Forhouse en ce qui concerne les affaires européennes. Donc je m'occupe du pôle Europe au sein du Forhouse, qui est donc un laboratoire d'idées qui a maintenant 6 ans d'existence, qui a des bureaux dans toute la Suisse et qui travaille spécifiquement sur la politique étrangère de la Suisse.
En ce qui concerne nos panélistes, donc on a Caroline Iberg, qui est secrétaire générale adjointe du nouveau mouvement européen suisse, le NOMES. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Bénédicte de Tscharner, ancien ambassadeur de Suisse auprès de l'Union européenne, et le docteur Hervé Bribosia, qui est ancien rédacteur au sein du secrétariat de la Convention européenne. Donc c'est le fameux projet de traité constitutionnel devenu plus tard le traité de Lisbonne. Voilà, alors en ce qui concerne notre papier, nous avons voulu évaluer systématiquement les 3 arguments qui sont ressortis le plus dans cette campagne qui a duré 2 mois sur donc, cette position des Brexiters en faveur d'une voie bilatérale pour le Royaume-Uni. Ces 3 arguments, donc vous les avez en anglais, je fais ma présentation en français, comme ça tout le monde pourra comprendre facilement. C'est donc la première que ça sera facile pour le Royaume-Uni de développer une nouvelle voie bilatérale en raison notamment de sa grandeur par rapport à la Suisse et de son importance économique pour l'Union européenne. Deuxièmement, que ça permettrait au Royaume-Uni de rapatrier un certain nombre de compétences à Londres et ça permettrait de réduire le déficit démocratique. Pour terminer, ça réduirait la participation financière du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Voilà, donc moins de transferts financiers. Voilà les 3 arguments clés qui ont été développés au sein de la campagne et que nous évaluons systématiquement dans ce papier. Alors en ce qui concerne le premier argument, je ne vais pas passer énormément de temps, je vais essayer d'être le plus succinct possible. Ce qu'on voit avec la voie bilatérale suisse, c'est que c'est un processus qui a pris énormément de temps. Je prendrai simplement un exemple, le paquet bilatéral 1. Le paquet bilatéral 1, entre le moment où les négociations commencent, où les pourparlers, disons, commencent, et le moment où il est ratifié, il y a pratiquement 10 ans qui s'écoulent. 10 ans. Voilà déjà une indication de la difficulté et de la longueur de ces négociations qui risquent d'attendre le Royaume-Uni si véritablement le Royaume-Uni désirait obtenir une voie intégrative similaire, voire identique à celle que la Suisse a. Pourquoi c'était long? Je ne vais pas m'attarder trop, mais simplement développer les principaux arguments. C'était long parce qu'il y avait une asymétrie claire entre la Suisse et l'Union européenne en ce qui concerne les demandes économiques. Et là, vous allez vous retrouver avec le Royaume-Uni dans une situation qui est quand même assez similaire, dans le sens où le Royaume-Uni a beaucoup plus besoin de l'accès au marché intérieur que l'inverse. Vous avez aussi d'autres raisons, notamment le fait que ces accords bilatéraux sont des accords mixtes, qui procéduralement aussi rajoutent un certain nombre d'étapes, et donc il faut à la fois inclure la Commission européenne et les États membres, ce qui évidemment rallonge encore le processus. Il y a aussi une chose qui est très très importante et qui à mon avis mérite d'être soulignée, c'est que la Suisse, dans les années 90, avait toujours une perspective d'adhésion, certes lointaine, mais je vous rappelle que la demande d'adhésion était toujours un objectif stratégique du Conseil fédéral. Donc là, il faut aussi voir qu'il y aura une différence si le Royaume-Uni sort. Le Royaume-Uni n'aura pas de perspective de revenir. Leave means leave, comme dit Cameron, et d'ailleurs Juncker aussi. Donc on sera dans une situation différente. Et notre propos, notre argument, c'est que l'Union européenne a été quand même assez ouverte à des négociations, assez pragmatique avec la Suisse, aussi parce qu'il y avait une perspective pour la Suisse d'adhérer à un moment donné à l'Union européenne. Donc il faut bien voir qu'avec le Royaume-Uni, on sera dans la situation exactement inverse, ce qui ne laisse pas présager une attitude tout à fait accommodante de l'Union européenne. Par ailleurs, et c'est le dernier argument qui pour moi est aussi vraiment très important, je ne vois pas l'Union européenne être particulièrement accommodante avec le Royaume-Uni dans le cadre du développement d'une voie bilatérale, pour une raison aussi bien simple, c'est que si elle l'était, elle renforcerait immédiatement les eurosceptiques français, néerlandais, allemands qui n'attendent que ça, qui n'attendent que le moment de dire, voyez, le Royaume-Uni sort, il y a une vie après l'Union européenne, il se porte bien et il y a la possibilité de développer un modèle d'intégration sui generis ou tailor-made exprès pour eux.
Et donc ça, évidemment, pour beaucoup de gouvernements, beaucoup d'États membres, qui d'ailleurs ont des élections très importantes l'année prochaine, je pense à la France, je pense à l'Allemagne, ça serait un scénario très difficile à accepter pour eux, voire même le scénario cauchemar. C'est la raison pour laquelle nous pensons, Jacqueline Bridley et moi, qui avons rédigé ce papier, que la réponse initiale de l'Union européenne en cas de Brexit sera véritablement dure et peu accommodante. J'aimerais aussi battre en brèche un argument qui a été très souvent utilisé lors de la campagne du Brexit et qui tend à dire que le Royaume-Uni est de toute façon tellement beaucoup plus grand que la Suisse que de toute façon l'Union européenne n'aura pas d'autre choix que de se montrer pragmatique et ouverte à des négociations bilatérales. Alors, évidemment, je ne vais pas dire maintenant que le Royaume-Uni est comparable économiquement à la Suisse, mais si vous regardez les chiffres en matière de commerce, et nous nous sommes amusés, Jacqueline et moi, à faire cette comparaison, vous voyez qu'en fait, la différence du point de vue de l'Union européenne, du point de vue des flux commerciaux pour l'Union européenne, n'est pas si grande. La Suisse est un partenaire commercial très important de l'Union européenne. C'est le 3e partenaire commercial de l'Union européenne, en raison de sa position géographique, d'abord au centre des échanges européens, et en raison de l'excellente tenue de notre économie. Donc l'argument qui consiste à dire que le Royaume-Uni est de toute façon beaucoup plus grand que la Suisse et obtiendra beaucoup plus que la Suisse est, à mon avis, à relativiser, voire même à battre en brèche. Voilà pour ce qui est du premier argument utilisé par les eurosceptiques qui donc voient d'un bon œil le développement d'une voie bilatérale. En ce qui concerne le deuxième argument, donc sur la souveraineté et le déficit démocratique, ce qu'on peut voir en Suisse, et même si on n'en parle pas beaucoup, c'est un phénomène qui existe, c'est une européanisation latente, silencieuse de nos législations. Depuis le début des années 90, notre droit s'est beaucoup européanisé. Et à Bruxelles, nous n'avons que très peu d'influence sur la manière dont les législations européennes se font, s'élaborent. Nous n'avons pas de parlementaires au sein du Parlement européen, nous n'avons pas d'influence au sein du Conseil, au sein des grandes institutions. Donc évidemment, de ce point de vue-là, c'est un problème de souveraineté, dans le sens où nous trouvons dans une situation où une grande partie de nos législations sont inspirées directement ou indirectement du droit européen. J'aimerais ici vous montrer les résultats d'une grande recherche qui a été faite récemment et qui montre sur 20 ans, entre 1990 et 2010, l'importance de l'européanisation du droit suisse. C'est la seule étude qui existe pour le moment là-dessus et qui montre très clairement que, en ce qui concerne l'européanisation directe et indirecte, nous avons des chiffres très importants. Au total, presque 30% des législations, du total des législations qui sont sorties en Suisse pendant 20 ans, donc de 1990 à 2010, proviennent directement ou indirectement du droit européen. Et ça, ce sont des chiffres qui ressortent très peu dans la presse, très peu dans les médias, mais qui existent. Donc nous avons véritablement affaire en Suisse à un phénomène d'européanisation latente et donc absolument pas, de notre point de vue, à la fois Jacqueline et moi, un gain de souveraineté ou un regain de souveraineté par rapport à l'appartenance, la pleine appartenance à l'Union européenne, la possibilité de participer au débat, la possibilité de voter ces lois, cet acquis communautaire qui se développe sans cesse au sein de l'Union européenne. Je passe au troisième argument en ce qui concerne les transferts financiers. Donc l'argument, je le rappelle, des Brexiters est donc de dire nous allons réduire nos contributions financières en sortant de l'Union européenne et en développant une voie bilatérale. Cet argument, contrairement aux deux autres, est partiellement exact si on regarde les chiffres. Il est vrai que la Suisse, par capita, par rapport à sa grandeur, donc, dépense moins d'argent, donc je parle bien des contributions financières, je ne parle pas des effets économiques, que les États membres de l'Union européenne, voire même que des États membres de l'espace économique européen. Ça, c'est exact. Maintenant, de nouveau, battre en brèche un petit peu un certain nombre de clichés qui circulent, ça ne veut pas dire que nous ne participons pas à certains programmes et que nous ne dépensons pas d'argent. Voici les derniers chiffres que nous avons à disposition en ce qui concerne le coût financier de la voie bilatérale.
C'est une étude qui est sortie récemment, un rapport du Conseil fédéral sur la politique européenne de la Suisse, qui date déjà de quelques années, mais qui vous montre très clairement que c'est plusieurs centaines de millions de francs par année. Et donc, par extrapolation, si on s'amusait à faire le même calcul pour le Royaume-Uni, nous nous retrouverions facilement à plusieurs milliards d'euros, compte tenu de la grandeur de l'économie britannique. Et donc, évidemment, c'est, pour utiliser une expression anglaise, « there is no free lunch ». Ce n'est pas en sortant de l'Union européenne et en développant une voie bilatérale que les Britanniques éviteront toute contribution financière à Bruxelles. Ça, c'est véritablement un mirage. Si on regarde encore une fois ce que la Suisse a obtenu ces dernières années, on voit qu'il y a quand même des contributions financières élevées, notamment les contributions suisses à la réduction des disparités en Europe centrale et orientale. Voilà, j'en viens tout de suite aux conclusions. Je ne vais pas non plus faire trop durer cette présentation. Donc nous battons en brèche très clairement les deux premiers arguments. Nous expliquons donc que le développement d'une voie bilatérale risque de prendre plusieurs années, que d'ailleurs ça sera probablement plus compliqué avec 27 États membres qu'avec 12 ou 15 quand la Suisse a développé sa propre voie bilatérale. Je rappelle qu'il y avait moins d'États membres, donc c'était aussi plus facile de négocier avec un nombre réduit d'États membres. Là, le Royaume-Uni aura affaire à 27 États membres différents, avec des intérêts différents, plus les institutions, plus la Commission. Et donc, à mon avis, un chemin long parsemé d'embûches. Deuxièmement, à mon avis, pas plus de souveraineté. Au contraire, un phénomène par lequel le Royaume-Uni risque de devenir un satellite, ce qu'on appelle legal satellite, un satellite légal de l'Union européenne, de reprendre quasi automatiquement une partie importante de l'évolution de l'acquis sans avoir son mot à dire dessus, ce qui est quand même très problématique, particulièrement pour un pays avec une très forte tradition démocratique et souveraine comme le Royaume-Uni. Troisièmement, donc les contributions financières, certes moins élevées que la participation pleine et entière à l'Union européenne, hein, c'est à peu près 8 milliards d'euros que paye en ce moment le Royaume-Uni au titre de sa participation à l'Union européenne. Donc certainement moins, mais quand même une participation financière significative si on se base sur ce que la Suisse doit débourser chaque année pour maintenir sa voie bilatérale. Voilà pour ce qui est de la présentation du papier. Donc ce que je vous propose, c'est que nous passions à une discussion avec notre panel, d'abord sur le feedback qu'ils ont à faire sur ce papier, et ensuite donc d'aborder ces deux questions très importantes. Donc quelles seraient les conséquences pour la Suisse en cas de Brexit, et évidemment quelles conséquences pour l'Europe et l'avenir de l'intégration européenne. Merci. Merci Monsieur Nagy pour cette intéressante présentation et aussi ces chiffres effectivement qui sont disponibles mais pas forcément connus. Écoutez, on va ouvrir la discussion d'abord effectivement pour laisser à nos trois intervenants peut-être la possibilité de s'exprimer, enfin de se positionner, et puis après on va entamer le débat. Alors je vais commencer par donner la parole dans l'ordre qui est indiqué ici, à savoir à Monsieur Bribosia, et ensuite à Monsieur de Tcherner et à Madame Iberg. Monsieur Bribosia. Je dois tenir le micro comme ça. Merci de votre invitation. Merci, Jenny, de cette présentation. Donc, la thèse de ce papier, c'est de dire que l'approche bilatérale développée entre la Suisse et l'Union européenne ne constituerait pas un modèle idéal, voire même satisfaisant pour le Royaume-Uni pour régir ses relations futures en cas de Brexit. Évidemment, la première réaction qui me vient à l'esprit, mais est-ce que c'est aussi l'approche idéale et satisfaisante pour la Suisse ? Bon, les deux pays ne sont pas les mêmes, mais enfin, c'est la première réflexion qui me vient à l'esprit. La deuxième, c'est que apparemment, ce n'est pas non plus un modèle idéal et satisfaisant pour l'Union européenne. Donc peut-être que je ne sais pas où ça nous mènera. Mais enfin, la comparaison est intéressante. Les questions institutionnelles se poseraient de la même façon. Le contexte, malgré tout, est différent, puisque la Suisse a progressivement construit sa relation, tandis que là, le Royaume-Uni détruirait tout d'un seul coup ce qu'elle a construit avec et au sein de l'Union européenne. Et ce que je retiens de ce papier, c'est que ce sera sans doute même plus difficile
pour le Royaume-Uni que ce n'a été pour la Suisse. Le Royaume-Uni devra négocier d'abord son retrait, et puis, le cas échéant, renégocier de nouveaux arrangements. En parallèle ou non, ça c'est une question intéressante, mais qui reste ouverte. Peut-être que d'une certaine manière, ce sera moins difficile dans la mesure où on part d'un acquis existant. Et alors là, l'Union européenne et ses juristes, ils sont très forts pour trouver des solutions, faire des tours de passe-passe. C'est ce qu'on appelle les fictions juridiques. En droit, on peut dire qu'un chien est un chat. Et il y a des précédents. J'en mentionne un qui me vient à l'esprit. C'est qu'on a décrété à une époque que l'acquis Schengen pour le Danemark, ce n'était pas du droit communautaire, c'était du droit international. C'est tout. Il suffit de le dire. Donc, si j'extrapole, ce serait comme de dire, ben voilà, tout l'acquis communautaire existant entre le Royaume-Uni et au sein de l'Union européenne, eh bien, il subsiste, à part ceci ou cela, et puis ça vient du droit international dans un cadre bilatéral. Ça prend deux lignes. Ça prend deux lignes. Les juristes européens sont très inventifs. Mais c'est ça l'avantage de cette situation, c'est qu'on part d'un acquis. On peut faire ça seulement si un acquis. Alors, autre question qui me vient à l'esprit, ok, ce n'est pas un modèle idéal pour le Royaume-Uni, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, les alternatives, Chenny, tu les as évoquées tout à l'heure. Il y en a peu, mais il y en a. Et ce serait évidemment intéressant de les comparer pour voir si malgré tout, ce ne serait pas le modèle suisse qui serait néanmoins le moins mauvais. Il y a une étude du gouvernement britannique qui est sortie en mars 2016 et qui évoque d'autres modèles, donc le modèle de la Norvège au sein de l'espace économique européen, l'accord avec le Canada, mais qui n'est toujours pas en vigueur, malgré les 7 ans de négociation déjà. La Suisse est examinée. Et puis il y a encore un autre cas de figure qui est examiné, qui est de dire, eh bien, les relations économiques entre la Suisse et l'Union européenne seront gouvernées par l'OMC, par le régime de l'OMC. Donc, cette étude du gouvernement britannique est intéressante parce que c'est une comparaison plus globale, pas seulement des contraintes institutionnelles et financières, mais aussi des différents degrés d'intégration économique que voudrait encore à nouveau obtenir le Royaume-Uni, une simple zone de libre-échange, une union douanière, accès plus ou moins large au marché intérieur, en ce compris les services, et puis aussi éventuellement que deviennent tous les accords commerciaux de l'Union européenne qui profitent aujourd'hui au Royaume-Uni et que devrait renégocier un à un le Royaume-Uni avec tous les États tiers. Donc la conclusion de l'étude britannique, c'est de dire, franchement, il n'y a aucune bonne alternative, et de loin. Mais peut-être que c'est quand même le cas suisse qui est quand même le moins mauvais. Une autre conclusion possible de cette étude, donc, c'est, outre le fait de savoir si c'est une bonne approche pour la Suisse aussi, mais je crois que c'est un parfait plaidoyer pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Mais ça, ils n'auront plus le temps de lire le papier, ça se passe aujourd'hui. Moi, il y a une question incidente dans ce papier, mais que j'ai trouvé absolument intéressante, c'est la comparaison du bargaining power entre le Royaume-Uni aujourd'hui et la Suisse à l'époque, enfin tout le temps durant lequel elle a négocié ces bilatérales. Alors, on pourrait dire, oui, le Royaume-Uni, c'est un État plus important, politiquement, économiquement, donc elle aura plus de bargaining power. Mais, et là, il y a plusieurs arguments qui montrent que ce sera pour être moins de bargaining power que la Suisse, pas de perspective d'adhésion pour allécher l'Union européenne, au contraire, pas de prime aux déserteurs, c'est Jean-Claude Juncker qui a utilisé cette expression, déserteur. Pas d'avantage, pas concéder d'avantage par rapport à d'autres États comme ceux qui appartiennent à l'espace économique européen parce qu'on ne va pas aller récompenser ceux qui sortent du système. Crainte de l'effet domino. Si on commence à négocier quelque chose avec le Royaume-Uni, il y en aura d'autres. Bref, à nouveau, pour ces raisons aussi, ce sera sans doute plus difficile pour le Royaume-Uni que ça n'a été pour la Suisse. Mais cette question du bargaining power, elle sera encore plus intéressante s'il y a Brexit et dans ce nouveau contexte où
la Suisse et le Royaume-Uni se retrouveraient dans le même camp, le camp des États tiers qui doivent nouer des relations étroites avec l'Union européenne. Si vraiment la situation sera plus difficile pour le Royaume-Uni que ça n'était encore déjà pour la Suisse, alors c'est peut-être le Royaume-Uni qui va chercher à se prévaloir du précédent suisse en disant « Mais regardez, vous leur avez donné ça, on peut au moins avoir ça ». C'est d'ailleurs cette crainte qui a fait que les négociations entre l'Union européenne et la Suisse ont été gelées pour que le Royaume-Uni ne puisse pas dire « Mais regardez, la Suisse, vous leur donnez ceci, vous leur donnez cela ». Le précédent. Si au contraire, la position du Royaume-Uni dans ce camp des out s'avère plus forte, elle viendrait renforcer le camp de nos membres, des États tiers, et alors ce serait la Suisse qui profiterait des avantages que pourrait obtenir éventuellement le Royaume-Uni dans des futures négociations bilatérales. C'est l'hypothèse de Mme Calmiret. C'est d'ailleurs déjà un peu le cas actuellement, puisqu'on entend déjà ici ou là que la Suisse se réfère à l'arrangement, au nouvel arrangement qu'a obtenu en février dernier le Royaume-Uni en disant « Mais regardez, de la libre circulation des personnes, vous leur donnez ceci, vous leur donnez cela ». Donc vous voyez cette interaction potentielle entre les deux négociations ou renégociations. Là, ce serait vraiment très intéressant de voir ce qui se passe et ça dépendrait effectivement du poids respectif de l'un et de l'autre. Autrement dit, le Brexit sera plus ou moins favorable à la Suisse selon que le Royaume-Uni viendrait renforcer ou déforcer leur camp. Il est aussi possible, M. de Charnier l'évoquait tout à l'heure, que le Royaume-Uni ait d'autres préférences que la Suisse et peut-être des préférences plus conformes aux attentes de l'Union européenne. Par exemple, rentrer dans l'espace économique européen, franchement, je ne pense pas que ça rentre dans leur plan, mais accepter une structure institutionnelle globale, ça, pourquoi pas. Accepter le juge dit étranger, là, je crois que ça poserait peut-être aussi moins de problèmes au Royaume-Uni. Bref, pour conclure, tout ce que je viens de dire, peut-être, c'est de la spéculation en cas de Brexit, parce que s'il y a des Brexit, il y aura de longues négociations, Jenny, tu l'as dit, à la fois de retrait, de renégociation pour le Royaume-Uni, tandis que ferait la Suisse? Elle poursuivrait son petit bonhomme de chemin de la clause de sauvegarde unilatérale, très rapidement, qui pourrait mener à la dénonciation, et la partie serait jouée. Et plus moyen de profiter éventuellement de cette nouvelle situation dans laquelle la Suisse pourrait profiter de ce que pourrait obtenir le Royaume-Uni. Et donc ça pourrait plaider en faveur d'essayer de gagner du temps. Merci. Merci. On va passer la parole à M. Tcherner. Posez le micro, il marche. M. Tcherner, l'autre, il marche. Je reprends. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord féliciter Forhaus pour ce papier, et notamment les auteurs, Chenny Nagy et d'autres. Je suis très heureux de voir ce mouvement de jeunes se lancer dans des études très sérieuses. Et je crois que ça contribue au débat en Suisse. Et d'ailleurs, ça a un écho assez étonnant. Donc, merci. Et j'aimerais tout de suite vous dire que je partage l'analyse et les conclusions de ce papier. Je le dis au nom de l'association que j'ai le plaisir et l'honneur de présider, qui s'appelle La Suisse en Europe. Mais je dois tout de suite ajouter que, évidemment, les arguments qui viennent d'être présentés sont des arguments sur ce que pourrait faire la Grande-Bretagne. Notre intérêt, en revanche, est axé plutôt sur ce que devrait faire la Suisse. Donc nous sommes un mouvement civique, une association civique qui réfléchit essentiellement sur la politique européenne de la Suisse. Et donc, dans le cas présent, les effets de la décision britannique sur la Suisse et indirectement aussi les effets de cette décision sur l'Union européenne, parce qu'évidemment, les liens sont étroits. Mais pour le reste, je les laisse aux Britanniques. Et puis surtout, il me semble que
il y a quand même des incertitudes énormes pour voir ce qui va se passer. On ne sait pas quel sera le Parlement. Le Parlement est très important en Grande-Bretagne et qui devra diriger cette opération de rapprochement ou de consolidation des liens avec l'Union. On ne sait pas quel gouvernement. On ne sait pas quelle ligne véritablement est-ce que ce rapprochement est une priorité ou est-ce qu'au contraire, c'est le départ vers l'inconnu, vers les grands horizons. Et puis on ne sait pas très bien non plus quelle pourra être l'attitude de l'Union, parce qu'il ne sera pas facile non plus à 27 de trouver ne serait-ce qu'un mandat de négociation ou des accords. Il faut une majorité qualifiée des 27 essentiellement pour établir cette ligne. Donc là, il y a une grande incertitude. Et là, j'en viens à la conclusion pour la Suisse, c'est que nous sommes extrêmement inquiets de cette possibilité parce que nous voyons que cette sortie de la Grande-Bretagne et la clarification de la future position de la Grande-Bretagne face à l'Union européenne prendra énormément de temps et que pendant ce temps-là, il est difficile à voir comment la politique européenne de la Suisse pourrait être clarifiée, remis à flot, comme disent certains, parce qu'elle en a besoin. Je résume tout simplement ce que notre association considère comme étant les 3 objectifs principaux de cette politique. Et vous verrez, j'utilise 3 fois le mot « maintenir », donc c'est une position qui a ce côté, j'allais dire, conservateur, comme au centre. Donc maintenir et développer la politique du bilatéralisme. Nous estimons que c'est une politique qui a fait ses preuves et qui peut être développée, y compris d'ailleurs de trouver un arrangement sur les règles institutionnelles pour la gestion de ces quelques 120 accords en vigueur, auxquels peut-être d'autres vont devoir s'ajouter. Deuxièmement, maintenir la libre circulation des personnes, ce qui signifie donc pas de contingent, pas de préférence nationale pour les ressortissants européens. Et troisième fois, maintenir aussi les programmes de coopération avec l'Union européenne en matière de recherche scientifique ou encore d'autres, échanges d'étudiants, etc. Ce sont des accords d'une énorme importance, aussi financièrement, et cela signifie qu'il faut ratifier le protocole sur la Croatie avant la fin de l'année en cours. Donc voilà ce côté conservateur, si vous voulez, d'une politique européenne. C'est aussi un aspect libéral, c'est-à-dire non interventionniste, qui tient compte dans ce côté libéral de l'interdépendance réelle de la Suisse telle qu'elle existe aujourd'hui, donc le besoin de libre circulation, le besoin d'accès au marché. Alors, je ne sais pas si j'ai encore une demi-minute. Comment y arriver? C'est évidemment tout le grand débat qu'on ne va pas ouvrir ici. Il y a d'autres occasions. Et il y en aura encore. C'est d'abord une première conclusion. Ce débat va évidemment se développer selon le résultat en Grande-Bretagne. Quelle peut être la part de négociation avec Bruxelles? À notre avis, le dialogue est important. Personnellement, je pense que la part de cette négociation sera modeste. On parle toujours que la solution qui doit nous venir de Bruxelles, je dirais non, elle doit nous venir de nous-mêmes. Quelle est la part de la législation interne suisse pour mobiliser, par exemple, les réserves de main-d'œuvre? C'est là un domaine important que le Parlement n'a pas encore systématiquement abordé, sauf peut-être le dossier fiscal qui a fait des progrès. Mais évidemment, toutes ces législations internes ont un impact sur l'immigration. Et troisième point, quelle sera la part de nouvelles votations en Suisse? Notre association a tendance à penser, nous ne le savons pas,
peut y avoir d'autres cas d'espèce, mais nous avons tendance à penser que ces votes seront inévitables et qu'il faut s'y préparer. Il faut, c'est-à-dire l'opinion publique, les mouvements civiques, et les partis politiques, etc. En effet, le peuple suisse semble être favorable à cette ligne conservatrice, c'est-à-dire de poursuite du bilatéralisme, et opposé à une politique tendant à casser le jouet et à partir, là encore, vers des horizons nouveaux. Il faut que le Conseil fédéral permette au peuple de le dire aussi, que c'est cette politique-là et pas une autre qu'il choisit, de confirmer sa stratégie. Une dernière petite remarque, elle vous paraîtra peut-être de moindre importance, mais j'ajoute que pour l'instant, nous sommes protégés par la jurisprudence du tribunal fédéral qui a encore récemment confirmé qu'un pays ne peut pas se défaire de ses engagements internationaux. Elle ne peut le faire qu'en dénonçant les traités concernés. Donc, dans le cas de l'accord sur la libre circulation des personnes de 1999, que le peuple et les cantons d'ailleurs approuvé à 3 reprises, il n'est donc pas possible de s'en défaire en glissant quelque part ailleurs dans le texte de la Constitution un paragraphe qui pourrait être en contradiction avec un traité international. Donc pour l'instant, cet accord avec l'Union européenne et d'autres accords sont valables tant qu'ils ne sont pas dénoncés. Et notre exigence, c'est que si on va vers une toute autre direction dans notre politique européenne, que le peuple ait son mot à dire dans ce tournant également. Merci. Merci. Merci, M. Tcherner. On va passer la parole maintenant à Mme Liberg. Et après, on commencera la discussion. Oui, alors j'aimerais déjà remercier Foras et Jenny pour l'invitation. Le nouveau mouvement européen suisse est toujours très, très heureux de collaborer avec Foras et d'échanger les points de vue. C'est vrai qu'au nouveau mouvement européen suisse, on a une vision un petit peu différente. Donc nous, on soutient la voie bilatérale parce qu'on estime que c'est une voie vers plus d'intégration européenne, mais à terme, on soutient l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Donc avant de présenter un peu les points, je voulais juste déjà aussi dire que je suis tout à fait d'accord avec l'étude qui a été, avec les points et les conclusions de l'étude qui a été présentée ici. C'est aussi les conclusions auxquelles le NOMES sont arrivés. Donc je vais aussi rajouter des points que nous, on a encore eu dans notre réflexion. Et puis je vais tout d'abord juste répondre à quelques points qui ont été évoqués là, qui me semblent importants. Donc on parle beaucoup de la voie bilatérale et on a... beaucoup parlent de cette voie royale et moi je voulais encore quand même souligner que la voie bilatérale telle qu'elle existe actuellement, elle n'est pas viable. Et ça, c'était déjà le cas avant le 9 février 2014. Donc l'Union européenne souhaite avoir un accord cadre avec la Suisse. Et donc c'est donc sous ce grand chapeau des questions institutionnelles. Et ça, ce n'est pas réglé. Et la voie bilatérale telle qu'elle existe actuellement ne pourra pas continuer, même si on trouvait une solution pour la mise en œuvre de l'initiative contre l'immigration de masse qui soit compatible avec la libre circulation des personnes. Même dans ce cas-là, rien ne serait réglé puisqu'il faudrait encore régler les questions institutionnelles. Donc je pense que dans ce débat-là, il ne faut absolument pas oublier ce point parce qu'un statu quo en Suisse comme c'est maintenant n'est pas possible. En outre, je voudrais aussi ajouter, et ça, Jenny, tu l'as dit tout à l'heure, la Suisse, en signant ces accords bilatéraux, elle avait promis qu'elle adhérerait un jour, que c'était une solution transitoire. La voie bilatérale n'a jamais été pensée comme une voie éternelle qui pourrait durer toujours. Quand ça a été fait dans les années 90, c'était vraiment explicitement dans le but d'adhérer un jour. Et donc, du coup, pour la Grande-Bretagne, le cas est très différent maintenant parce qu'elle n'a pas l'objectif d'y retourner. Donc j'aimerais aussi ajouter quelques points à ce qui a été dit aujourd'hui. Donc déjà, pour le Royaume-Uni, je pense qu'un Brexit serait vraiment catastrophique. On l'a dit dans le troisième argument qui a été présenté aujourd'hui.
la Grande-Bretagne n'aurait pas du tout d'avantage économique à sortir de l'Union européenne, au contraire, parce qu'il y a des régions en Grande-Bretagne qui sont europhiles, notamment la région d'Irlande du Nord et l'Écosse. Et donc là, il y aurait certainement une volonté de ces régions de sortir de la Grande-Bretagne pour mieux intégrer l'Union européenne. Donc potentiellement, la Grande-Bretagne pourrait se retrouver beaucoup plus petite que ce qu'elle n'est actuellement et donc perdre beaucoup de poids économique. Donc, ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'il y a donc cette période de 2 ans de négociations qui va s'ouvrir, et c'est une période donc d'énormes incertitudes juridiques pour la Grande-Bretagne, et des études ont été menées en disant qu'à l'horizon 2030, le Royaume-Uni pourrait avoir un recul du produit intérieur brut de 0,6% à 3%. Et sans compter toutes les entreprises qui pourraient avoir envie de quitter la Grande-Bretagne à cause de l'incertitude juridique. Incertitude juridique qui se retrouve aussi actuellement en Suisse, où les entreprises ne savent pas exactement dans quelle direction nous nous dirigeons. Incertitude juridique qui pourrait être renforcée par un Brexit en Suisse. Je voulais aussi rajouter quelques points sur les conséquences pour l'Union européenne qu'aurait un Brexit. Donc, ce serait vraiment un échec considérable pour l'idée européenne et sa concrétisation géostratégique. Donc ce serait vraiment un résultat historique. Ce serait vraiment la première fois qu'un pays décide de sortir, et ça pourrait être le risque que d'autres pays choisissent cette voie et l'ouverture au discours populiste dans l'Union européenne. Après, on peut quand même argumenter, on peut avoir quelques réflexions positives sur un Brexit pour l'Union européenne, dans le fait que ça pourrait éventuellement renforcer le processus d'intégration, puisque je rappelle que la Grande-Bretagne a souvent été un frein à l'intégration européenne, et que l'accord qui a été négocié en février, donc ce que M. Cameron a obtenu en février, ne va pas du tout dans le sens du projet européen, et d'autres États pourraient tenter d'obtenir les mêmes concessions. Donc là, on va vraiment à l'encontre de l'idée européenne des pères fondateurs. Donc là, ce que je voulais aussi rappeler là-dessus, Hervé, tu as dit que peut-être la Suisse serait tentée de dire « Regardez ce que la Grande-Bretagne a obtenu sur la libre circulation et on aimerait obtenir la même chose ». Je rappelle que la Grande-Bretagne n'a rien obtenu sur la libre circulation des personnes, et que c'est vraiment un principe sur lequel l'Union européenne reste ferme, et je pense le restera. Parce que c'est vraiment le principe fondateur de l'Union européenne. Pour la Suisse maintenant, donc en cas de Brexit, je pense que les pays non membres seraient encore davantage mis à l'écart. Et puis on ouvrirait donc la Suisse en cas de Brexit, mais c'est dans l'ordre des priorités de l'Union européenne, elle redescendrait à une place vraiment très très basse. Donc il faut se rappeler que nous, on a un délai pour la mise en œuvre de l'initiative contre l'immigration de masse fixée à 2017. Je vois mal comment ce délai pourrait être tenu dans le cadre d'un Brexit, parce que là, même si Jacques de Watteville est prêt à aller à Bruxelles d'une minute à l'autre, je pense qu'en cas de Brexit, il peut oublier de discuter avec qui que ce soit sur ce sujet. Donc la Suisse se verrait forcée de mettre en place la clause de sauvegarde unilatérale, et puis donc du coup, dans la foulée, devrait rompre la libre circulation des personnes, puisque ce ne serait pas compatible avec ce principe. Et donc, avec la clause guillotine, tous les accords bilatéraux tomberaient. Donc moi, je vois mal comment on peut imaginer que le Brexit ait une conséquence positive pour la Suisse. Donc, en plus, concernant l'idée que la Grande-Bretagne voudrait avoir les mêmes avantages que la Suisse, je pense que c'est aussi assez faux, parce que Cameron a quand même passablement critiqué la voie bilatérale, donc, et l'UE, je pense que n'a pas eu une si bonne expérience que ça avec la voie bilatérale en Suisse, donc rien n'indique qu'elle serait prête à réitérer cette expérience. Enfin, je vais conclure sur le fait que la Suisse se verrait en aucun cas, elle verrait alors en aucun cas plus de concessions de l'Union européenne en cas de Brexit, c'est impensable. L'Union européenne serait même encore plus ferme pour éviter que chaque pays veuille obtenir les mêmes concessions. Et puis,
faut vraiment voir ce vote aujourd'hui comme un vote historique. Et si par hasard il n'y avait pas de Brexit, ce que je souhaite, il faut aussi voir ça comme une occasion de voir le projet européen et ses idées renforcées. C'est le moment de dire pourquoi, on dit toujours pourquoi la Grande-Bretagne devrait sortir, mais on devrait aussi insister sur pourquoi la Grande-Bretagne devrait rester. Quels sont les avantages du projet européen? Il faut mettre en avant, il faut arrêter de toujours mettre en avant les problématiques. Oui, l'Union européenne a des problèmes, oui, l'Union européenne a besoin de réformes. Et ce vote est l'occasion de mettre en œuvre ces réformes, mais aussi de souligner les avantages du projet européen et de les mettre en avant dans les médias et au niveau politique. Merci, Madame Iberg, pour cette dernière prise de position. Monsieur Brubosia, vous souhaitez juste intervenir? Juste sur un point, puisque j'ai été interpellé sur le point quant à savoir si le Royaume-Uni a obtenu quelque chose en matière de libre circulation des personnes. Donc je faisais allusion à l'arrangement que le Royaume a obtenu au mois de février à Bruxelles et qui comporte un volet sur la libre circulation. Alors, n'a pas obtenu effectivement de mesures concernant des restrictions quantitatives et des contingents, mais indirectement par le biais des prestations sociales. C'est à ça que je faisais allusion. Et puis, Caroline, tu disais que ce serait extrêmement négatif, on arriverait jusqu'à la guillotine et puis les bilatérales tomberaient. Oui, mais peut-être que pour une bonne partie du peuple suisse, ce serait positif. Enfin, moi, je ne sais pas très bien à quoi penser. Enfin, pour le nommer, ce serait négatif, mais peut-être que pour d'autres, ce serait positif. Et enfin, oui, le projet européen, les aspects positifs du projet européen. Alors là, si je puis vous recommander quelque chose, c'est d'aller lire l'étude que le gouvernement du Royaume-Uni lui-même a produite pour son Parlement au mois de mars, qui est un véritable plaidoyer pour l'Europe. C'est extraordinaire. Bien, on va ouvrir le débat. Je vais tout de suite le faire. Bon, j'ai entendu qu'ici, quand même, plus ou moins tout le monde était contre le Brexit, mais est-ce qu'on ne peut pas voir les choses un peu différemment? C'est-à-dire penser que le Brexit est quelque chose d'éminemment souhaitable, dans le sens où ça obligerait, d'une part, l'Union européenne, qui a énormément de qualités, mais aussi quelques défauts, notamment une absence de démocratie qui est reconnue par tout le monde, où on nie les souverainetés nationales et en tant que telle l'expression démocratique, puisque la démocratie a besoin de frontières pour pouvoir s'exprimer. Donc le discours dominant est effectivement celui de l'establishment très anti-Brexit, mais il y a quand même un problème à la base. Est-ce que le nier, c'est une solution? Est-ce que justement ce ne serait pas un coup au fond, une occasion pour l'Europe de se réformer, notamment, je dis, au niveau de son fonctionnement démocratique? C'est une question qui mérite peut-être d'être posée. Je sais que poser la question, ça a déjà suscité beaucoup de réactions, mais comment vous voyez ça? Merci beaucoup, Monsieur Mettan. Vous avez évidemment l'art de la provocation. Mais il faut que quelqu'un vous réponde immédiatement. N'est-ce pas, lorsque on s'engage sur un débat sur l'Europe, la première question à poser, c'est au fond, quels sont les défis? Quelles sont les tâches devant lesquelles les peuples européens, ce petit continent, se trouvent face aux autres grandes puissances et le reste du monde? Et est-ce que une contribution de l'Europe ou une défense des intérêts du continent face à ces autres puissances peut être faite chacun pour soi ou ensemble par une politique commune? Voilà la question de base pour commencer un débat sur l'Europe avant de parler de dysfonctionnement de tel appareil ou de besoin de revoir tel et tel règlement. Donc, je rappelle toujours que l'Europe a, dans l'histoire, eu 3 grands défis. Premier, c'était la paix en Europe, plus jamais ça. Deuxièmement, libéraliser le continent pour permettre un développement économique dynamique.
Et ça aussi, c'est le marché intérieur, la monnaie unique. Est-ce qu'ils l'ont bien fait ou pas? C'est une autre question, mais c'était le défi. Et le troisième défi, c'est quand même le maintien des intérêts, la défense des intérêts de l'Europe dans le monde. Et donc, je crois que aborder le tout par un débat fondamental sur l'Europe, c'est possible, mais ça ne nous apportera pas des solutions sur les questions qui sont devant nous aujourd'hui. La démocratie en Europe est effectivement un problème dans la mesure où elle est essentiellement nationale, mais rappelez-vous que les compétences du Parlement européen ont été augmentées considérablement à plusieurs étapes. Rappelez-vous que dans plusieurs pays, des référendats, si c'est ça, un progrès démocratique, on peut en douter parfois, ont été instaurés. Je crois que l'Union européenne est aujourd'hui démocratique, mais pas de la même façon que peuvent être des vieilles démocraties nationales. Si quelqu'un d'autre souhaite Madame Iberg, Oui, je voulais juste aussi rajouter, bon, je suis entièrement d'accord et je ne veux pas l'être autrement avec ce que dit M. de Czarna. Je voulais rajouter aussi dans le monde globalisé dans lequel on vit actuellement, comment imaginer qu'on puisse vivre encore dans la configuration petit État-nation. Imaginons qu'on décide de revenir à des accords entre les États, mais comment vous imaginez, alors qu'il y a des grandes puissances comme la Chine, comme l'Inde, comme les États-Unis autour, je pense que ce serait inenvisageable de revenir à la configuration d'États-nations. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que les États-nations, comme ils existent actuellement, sont très très jeunes. Donc finalement, une configuration européenne avec que des petits États-nations, il y a eu assez peu dans l'histoire. Donc je pense que ce serait revenir à des guerres intestines non souhaitables pour l'Union européenne si on décidait d'arrêter avec ce système. Donc je pense que la meilleure solution, c'est effectivement de faire des réformes et d'essayer d'aller vers plus d'intégration européenne, quitte à revoir aussi un petit peu le système tel qu'il fonctionne actuellement ou tel qu'il ne fonctionne pas forcément bien actuellement. Mais je pense qu'il faut vouloir aller de l'avant et pas vouloir revenir en arrière, parce qu'à mon avis, avant, ce n'était pas mieux. M. Brubrosiat, après M. Nagy. Juste rajouter ceci, c'est que la question de la légitimité démocratique du système de l'Union européenne est une question légitime. On n'a pas besoin d'un Brexit ni d'un maintien du Royaume-Uni pour l'aborder. Alors toutes les occasions sont bonnes pour l'aborder. C'est vrai que c'est un système particulier, ad hoc, qui est en constante progression et qui arrive un peu à la croisée des chemins parce qu'il a du mal à se définir. Est-ce qu'il faut aller résolument vers un régime parlementaire qui est un peu à l'opposé de ce qui était la méthode communautaire, où la Commission était au centre du système, ou non? Là, il y a une vraie question et il faut laisser un peu le temps au temps de poursuivre cette évolution. Voilà. Alors, oui. Bon, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été développés. Je vais peut-être faire des observations en 2 ou 3 temps. Donc, pour ce qui est de l'avenir de l'intégration européenne, c'est un peu la théorie de l'électrochoc. Est-ce qu'il va y avoir un électrochoc avec la sortie du Royaume-Uni? J'en sais rien. Pour moi, il y a 2 scénarios. Où on part sur un effet domino, ce qui est à mon avis le moins souhaitable, donc c'est-à-dire le Danemark, les Pays-Bas, etc., qui suivent ou qui essayent de suivre d'une manière ou d'une autre le Royaume-Uni dans sa sortie. Ou alors, on a véritablement, je l'ai dit, et je pense que c'est le scénario qui va se produire si le Royaume-Uni sort, une position de départ vis-à-vis des demandes britanniques très dure et un bloc de 27 pays qui ne va pas faire de cadeau au Royaume-Uni. Et ce sera la preuve par l'exemple que l'isolement ne rapporte rien. Et à partir d'un moment, vous pouvez argumenter tant que vous voulez, tant que vous n'avez pas la preuve par l'exemple, les gens ne comprennent pas ou ne voient pas. Bon. Donc ça, c'était ma vision. Maintenant, pour la Suisse, j'aimerais quand même revenir un petit peu là-dessus. On est en Suisse, c'est quand même quelque chose qui nous touche particulièrement à Genève. Genève est dans une relation d'interdépendance avec le Royaume-Uni. C'est le canton de toute la Suisse qui serait le plus touché par un Brexit. Nous avons à l'aéroport de Cointrin des connexions régulières avec le Royaume-Uni
Et grâce au marché intérieur, grâce au ciel commun européen, nous avons des vols low cost vers le Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni sort et qu'il y a une grande incertitude sur son avenir dans le marché intérieur, Genève sera affectée. Deuxième chose très concrète pour les Suissesses et les Suisses qui veulent aller travailler ou étudier au Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, la libre circulation saute aussi. Ça veut dire que les Suisses, on l'oublie, les Suisses voyagent dans l'Union européenne, travaillent dans l'Union européenne, risquent d'être affectés aussi. S'il y a un retour de la préférence nationale sur le marché de l'emploi britannique, ça affectera aussi les Suisses qui veulent aller travailler au Royaume-Uni. Soyons pas nombrilistes, il faut aussi se rendre compte qu'il y a aussi des Suisses qui profitent de la libre circulation. Ce n'est pas seulement des Européens qui viennent en Suisse pour profiter de la libre circulation. Donc voilà des conséquences très concrètes pour la Suisse que j'ai pratiquement pas vues dans les médias. Je veux dire, la tribune de Genève a fait quelque chose, mais à part ça, il n'y avait absolument rien du tout. Pour terminer, je ne veux pas non plus monopoliser trop la parole, tu as parlé, Hervé, d'imagination législative. D'imagination légale, qu'on va essayer de trouver des solutions, des bricolages si le Royaume-Uni sort. C'est exact, je pense qu'on arrivera à quelque chose comme ça. Mais dans un deuxième temps, je pense que dans un premier temps, il va y avoir des problèmes politiques énormes à cause du précédent, à cause de l'absence de perspective d'adhésion, à cause du psychodrame que va créer cette sortie. Et ça veut dire pour le Royaume-Uni des turbulences, à mon avis, très fortes dans les prochains mois et dans les prochaines années. Jusqu'à ce que le temps passe, que le psychodrame s'efface, que les gouvernements changent et qu'on finisse par être évidemment plus pragmatique parce qu'il y a des intérêts économiques très forts. Mais dans les mois et dans les années qui vont venir, si le Royaume-Uni sort, ça sera véritablement très compliqué. Peut-être M. de Tscharner peut nous en parler. Après le 6 décembre 1992, on a aussi vécu une période difficile. On n'a pas pu commencer à négocier tout de suite et c'était... Alors évidemment, la situation était différente, mais en attendant, on a eu ce moment de flottement. Et je pense que ce moment de flottement va aussi avoir lieu au Royaume-Uni, ce qui aura des conséquences économiques très fortes pour eux. À la fois sur la livre sterling, qui risque de se dévaluer, et sur le franc suisse d'ailleurs. Le franc suisse, le franc fort risque de se renforcer, et donc la BNS risque d'intervenir encore, de gonfler son bilan. Donc nous ne sommes pas une île, la Suisse n'est pas une île, elle va être affectée directement par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Voilà. Juste une phrase. Les premiers accords bilatéraux ont été conclus en 1999 ou 1999, donc 7 ans après le vote sur l'EEE. Parmi ces premiers paquets, il y a l'accord sur le transport aérien, qui permettent aux avions suisses d'être à la même enseigne, d'accéder au marché aérien libre en Europe. Et c'est justement un des 7 accords qui vont tomber automatiquement par la clause de guillotine si la Suisse devait se décider de ne pas respecter ses engagements en matière de libre circulation des personnes en introduisant des quotas ou des choses de ce genre. Donc voilà une chose très précise, un accord qui tombera à la poubelle. Merci. Soulac, journaliste radio. Sauf sur le débat, c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit pour le Brexit. Parce que ça aurait été intéressant, c'eût été intéressant. Oui, t'as lancé, merci Guy. Oui, t'as lancé Guy, merci. T'as permis une forme de débat, mais quand même c'est dommage parce que les arguments, surtout à 4, ils sont costauds. Moi, j'aimerais revenir juste à 2-3 choses. La Suède, en 2003, n'a-t-elle pas voté pour ne pas être dans l'Union européenne? Et la Suède, c'est une catastrophe ou ça marche bien? Il y a un exemple. La Suède est un exemple quand même. Vous n'avez pas utilisé cet exemple. Et en plus, il y a eu le même phénomène. C'est-à-dire une personne, en plus, pro-Brexit, avait été tuée. C'est le référendum sur l'euro. Oui, c'était sur l'euro. Oui. Sur l'euro, pas sur l'appartenance à l'Union européenne. C'est juste. Mais il y avait ça marche quand même, la Suède. C'est un exemple qui fonctionne. Le Royaume-Uni n'a pas l'euro non plus. Non, on est d'accord. Je fais une remarque en passant. C'est vrai. Le Royaume-Uni a une situation, mais c'est très bien que vous parliez de ça, parce que le Royaume-Uni a déjà une situation très particulière au sein de l'Union européenne. Je vous rappelle que le Royaume-Uni ne fait pas partie de Schengen.
Le Royaume-Uni ne fait pas partie de la zone euro. Le Royaume-Uni a un rabais sur sa participation budgétaire. Le Royaume-Uni a encore une foule d'opting out, comme ils le disent. Donc ils ont déjà une situation extraordinairement accommodante au sein de l'Union européenne. Et à bien des égards moins intégrée que la Suisse, puisque nous faisons partie de Schengen et eux pas. Donc quand on me dit il faut une Europe des cercles, mais j'ai envie de dire elle existe déjà, l'Europe des cercles. Alors, est-ce qu'il faut faire une Europe des cercles institutionnelle? Ça serait une question, peut-être on peut discuter avec Hervé. Mais matériellement, elle existe déjà. L'Union européenne n'est pas un carcan. L'Union européenne permet déjà un certain degré de flexibilité pour ses États membres. Le deal britannique du mois de février sur ce frein social, donc c'est cette limitation des prestations sociales pour les Européens qui viennent travailler au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a encore une fois un opting out là-dessus. Encore une fois. Je n'avais pas terminé ma question. Donc, non, mais juste pour rebondir. Non, mais c'est bien, vous me remettez en question, effectivement. Mais je vais revenir sur l'Union européenne, parce que l'Union européenne, vous l'avez signalé tout à l'heure, historiquement, a été créée pour la paix, plus jamais ça, après la Seconde Guerre mondiale, effectivement, et aujourd'hui, on parle que d'économie, pratiquement. Donc il y a quand même un glissement qui s'est fait. Je me rappelle aussi de Jacques Delors, on parlait culture, on parlait relations humaines. En fait, on est resté que sur l'économie. Et ça me pose un petit peu problème quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui se posent la question selon son niveau social. On ne peut pas fermer les yeux en Europe. Le populisme commence à monter en force un peu partout. Vous parliez d'État-nation avant, mais ça existe en Asie, madame, ça existe en Amérique du Sud, ça existe en Amérique centrale. Je ne dis pas que c'est les plus beaux pays du monde, mais ça existe dans le monde. Il n'y a pas que les États-Unis, la Chine et l'Europe. Donc c'est clair. D'autres éléments aussi, on nous a parlé de sécurité. Aujourd'hui, la sécurité en Europe, c'est quand même assez complexe. Prospérité, c'est délicat. On est en Suisse, ça va bien. Mais quand vous êtes, par exemple, je prends à la France comme exemple, quand il n'y a plus de chauffeurs routiers français, parce qu'ils viennent tous de la Lituanie, d'un certain nombre de pays qui sont aux alentours. J'ai peut-être donné un mauvais exemple. Je ne suis pas un spécialiste de l'Europe, mais juste par contre, j'observe ce qui se passe. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a vraiment une montée aujourd'hui en puissance de violence, de remise en question de tout ce système. Et je me dis, voilà, on reste simplement au niveau économique alors qu'on nous l'a vendu différemment. Jacques Delors, entre autres, nous l'a vendu différemment, l'Europe. L'Europe a été remise en question aussi par la France, puisqu'il y a eu un vote, un référendum. Vous imaginez, en France, un référendum, ça arrive tous les 30 ans, pour ne plus faire partie de l'Union européenne. Ça a été aussi remis en question. Alors moi, je me pose la question simplement de la propagande. La propagande qui est derrière ce Brexit, etc. Et pourtant, je fais partie d'un média, mais je me dis, voilà, est-ce qu'on n'a pas envie, à un certain niveau, pour une certaine élite, de rester parce que ça arrange certaines populations? Et puis aujourd'hui, les moins bien lotis ont quand même un vrai questionnement et se disent, bon, où est-ce qu'on nous a emmenés? Parce qu'aujourd'hui, en Europe, ça ne va pas très bien. Bon, je ne sais pas si j'ai été clair. Comme je vous dis, je ne connais pas bien le sujet, mais par contre, je vous ai bien entendu, on peut partir après sous différents domaines avec des spécialistes, pas de problème. Mais pour le populaire aujourd'hui, ça commence à monter, la pression, et c'est le cas pour le Brexit en Angleterre. Voilà, je me pose la question en me disant, on a tout tourné sur l'économie. Alors ça arrange certains, ouais, peut-être pas tout le monde. Oui, juste une chose, la France n'a jamais voté sur une sortie de l'Union, n'est-ce pas? Elle a voté sur le traité de Maastricht, elle a voté sur la Convention européenne, mais enfin c'est une nuance. Évidemment ici nous ne sommes pas, la Suisse n'étant pas État membre, nous sommes un peu en dehors à discuter l'Union. L'Union, évidemment, on pourrait vous répondre par une boutade. Tout ce que vous dites est peut-être vrai, mais qu'est-ce qui les empêche à faire mieux ensemble, finalement? En ce qui concerne le tout économique, je crois que vous n'avez pas tout à fait raison. Il y a beaucoup d'autres aspects et je crains que l'aspect politique extérieur et de sécurité commune jouera encore un rôle dans l'avenir de l'Union, que l'Europe aura à se faire des soucis dans certains domaines, de certains secteurs de sa frontière extérieure. Le problème migratoire n'est pas d'abord un problème économique, c'est aussi un problème politique et social. Donc, je pense que l'Union aura du pain sur la planche aussi dans ce secteur extérieur où, une fois de plus, la solution chacun pour soi n'est justement pas une solution à ces défis-là. Mais effectivement, le problème, comment parler à l'intérieur des pays, dans l'opinion publique, sur les questions européennes, est difficile et il y a beaucoup de critiques qui est
qui est justifié de la manière dont les hommes politiques, qui ont souvent eu un langage ambigu, tantôt nationaliste, tantôt européen, ont parlé de l'Europe. Donc là, il y a certainement un débat à avoir, mais que les membres le tiennent entre eux et améliorent les situations, rien ne les empêche. D'autres réactions? Ce n'est pas le cas, je passe la parole à Simon. Simon Barley, Suisse Info. Vous parlez tous du Brexit, mais s'il n'y a pas de Brexit, et revenons à la question pour les conséquences de la Suisse, s'il n'y a pas de Brexit, et on peut peut-être croire les sites de Paris, est-ce que la Suisse pourra respecter les délais fixés pour trouver une solution négociée pour mettre en œuvre l'article constitutionnel sur l'immigration? Alors écoutez, bonne question. Je pense que s'il n'y a pas de Brexit, il y a une petite chance, il y a une petite fenêtre de tir au mois de juillet pour trouver une solution, disons, consensuelle avec l'Union européenne qui permette à la fois à la Suisse et à l'Union européenne de garder la face. Je ne pense pas que ce sera des quotas. Je pense que le benchmark, la référence, c'est ce qu'a obtenu le Royaume-Uni au mois de février sur ce frein social. Je pense que ce ne sera pas exactement la même solution, mais c'est un benchmark sur lequel la Suisse peut se reposer. Si le Royaume-Uni sort, évidemment, ce deal ne s'applique plus. C'est ce qui est aussi une autre conséquence dont on n'a pas discuté. Maintenant, rien ne dit non plus que l'Union européenne aura l'appétit de faire des concessions à la Suisse. Ce d'autant plus qu'à mon avis, une autre variable sera importante dans cette histoire, c'est le score du référendum. Si les Britanniques décident de rester à 50,5%, la question de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne n'est pas fixée. Elle n'est pas tranchée. Et elle reviendra sur la table dans quelques années. Ce qui veut donc dire que chaque concession que fera l'Union européenne à la Suisse continuera à être utilisée par les eurosceptiques britanniques qui continueront à dire, vous voyez, si vous voulez diminuer l'immigration, en tout cas l'immigration de travail en provenance de l'Union européenne, il faut sortir et il faut être comme la Suisse. Et après, ils continueront à développer les arguments que j'ai moi-même exposés lors de cette présentation. Et ça sera toujours une épine dans le pied de l'Union européenne. L'Union européenne sait très bien que ce qu'elle a fait avec la voie bilatérale suisse sert aussi d'exemple, sert aussi de modèle aux eurosceptiques dans un certain nombre de pays, et particulièrement au Royaume-Uni, ce qui est très ennuyeux. Donc si, pour la Suisse, le meilleur scénario, c'est que lors du référendum, aujourd'hui, que vraiment, très clairement, les Britanniques décident de rester, qu'il y ait vraiment un écart conséquent. Là, la Commission européenne aura les coups des franches et elle pourra peut-être un peu plus sereinement essayer de trouver une solution constructive avec la Suisse cet été, afin qu'on puisse respecter le délai du mois de février 2017. Voilà. Rajouter un petit mot. Moi, je pense que si le Royaume-Uni aujourd'hui se maintient dans l'Union européenne sera tellement soulagée, et les États membres, qui seront peut-être dans une disposition d'esprit favorable, je pense. Jenny, tu te référais aussi à l'arrangement qu'a obtenu le Royaume-Uni au mois de février dernier. Je ne sais pas, vous êtes journaliste à Suisse Info, vous avez dit... Alors, je ne sais pas si vous avez entendu l'interview de Jacques de Watteville avant-hier, un long interview, et qui a bien dit que cet arrangement n'est pas un modèle parce que la situation est différente, mais est un indicateur, dans le langage diplomatique. Et il a souligné ce que le Royaume-Uni n'a pas obtenu des restrictions quantitatives de contingents, sous-entendu, la Suisse ne fera pas mieux, n'a pas obtenu un système de décision autonome et a obtenu un système qui serait toujours temporaire. On parle de 4 ans, 7 ans, etc. Bon. En revanche, ce qu'il a obtenu, c'est effectivement, indirectement, par le biais des prestations sociales, essayer de diminuer l'immigration intra-européenne. Et puis j'ajouterai encore peut-être que cet accord obtenu des Britanniques, il est remarquable sur un point, c'est que maintenant l'Union européenne assume pleinement ce qu'on appelle l'intégration différentielle, le différentiel d'intégration, intégration en géométrie variable. Avant, c'était toujours un peu, il faut faire attention à ce que ça
ça ne donne pas lieu à un démantèlement, à une déflagration de l'Union européenne. Maintenant, on assume pleinement, eh bien, ceux qui veulent aller de l'avant doivent pouvoir aller de l'avant, et les autres doivent pouvoir ne pas toujours y aller, mais ne pas empêcher ceux qui veulent aller de l'avant. Donc je crois que, de ce point de vue, cet accord britannique est un benchmark. Merci, Madame Iberg. Oui, je voulais juste encore rajouter un point. On parle toujours de ces concessions, de ce qu'ils ont obtenu en février, mais rappelons que la Grande-Bretagne l'a obtenu en tant que pays membre de l'Union européenne. La Suisse n'est pas un pays membre de l'Union européenne, donc il ne va pas du tout de soi que l'Union européenne accorderait à un pays tiers ce qu'elle accorde à un pays qui fait partie de l'Union. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il faut, à mon avis, arrêter d'avoir toujours cette vision helvético-suisse de nos relations avec l'Union européenne. Non, nous ne sommes pas le centre des soucis de l'Union européenne, loin de là. Donc arrêtons de penser que l'Union européenne regarde tout ce que fait la Suisse. Je pense que ce n'est vraiment pas le cas. Et puis, un deuxième point que je voulais ajouter, s'il n'y a pas de Brexit, ce sera quand même pas idéal non plus, parce que quand même, cet accord trouvé avec l'UE en février est un frein à l'intégration. Ça ne va pas transformer les Britanniques en europhiles convaincus. Ils vont rester dans leur état de pensée d'eurosceptiques. Enfin, je ne les vois pas tout d'un coup se dire « youhou, on est content d'être dans l'Union ». Ils vont quand même toujours essayer d'avoir des avantages, des concessions ci et là. Donc, je pense que le climat avec une Grande-Bretagne qui reste dans l'Union ne va pas être... Enfin, les Britanniques ne vont pas devenir des Européens convaincus du jour au lendemain. Il y aura toujours la Manche entre les deux. Monsieur de Tcherner. Il y a une chose qui m'inquiète beaucoup dans la situation actuelle, même en cas de non-Brexit, c'est que ni vous ni moi-même ne savons exactement ce que la Suisse demande à l'Union européenne. On dit une solution négociée, un rapprochement, je n'en sais rien. On sait que ça ne sera ni quantitatif, ni la préférence nationale. Le problème ne se pose pas pour des prestations sociales pour des gens qui ne travaillent pas et qui arriveraient dans le pays. Alors, où est le problème? Au fond, toute la communication, toutes les informations qui nous sont venues du Palais fédéral jusqu'à présent utiliser des termes comme solution, pour parler, etc., mais jamais un catalogue d'exigences qui permettrait une conclusion rapide a été présenté. Je veux bien que la diplomatie exige un peu de discrétion, mais je suis incapable d'imaginer quelle pourrait être cette solution. C'est pour ça que j'ai dit il y aura peut-être une nouvelle version de la clause de sauvegarde qui existe déjà dans l'accord, mais le travail essentiel doit être fait chez nous, dans le paquet législatif, et finalement aussi dans la décision de savoir si oui ou non nous voulons introduire ces quotas. Et alors, si ça se fait, s'il est possible de ne pas le faire sans voter, tant mieux, mais je crains que nous allons vers un nouveau vote sur notre relation avec l'Union européenne. Bien, Monsieur Bribosia. Toute petite réaction sur ce que Monsieur Le Tcherner vient de dire, c'est que, oui, donc, pas de Brexit, on reprend les négociations, une fenêtre de tir, 5 semaines, etc. Et on sait que, enfin, on croit savoir que le compromis tourne autour d'une interprétation de cet article 14.2 de l'accord, qui est une sorte, qu'on appelle une clause de sauvegarde, mais on appelle ça une clause de sauvegarde qu'en Suisse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'écart qu'il y a entre le contenu. J'ai relu le projet de loi de mars sur la modification des lois étrangères. L'écart qu'il y a entre ce qui est projeté là et le type de compromis qu'on pourrait obtenir autour de cette clause de sauvegarde, cet écart me paraît encore immense. Immense. Alors, si on trouve un accord au niveau européen, peut-être que ça ne satisfera pas ceux qui ont promu l'article 121.1. Oui, absolument. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a encore une intervention? Oui, je vous en prie, monsieur. Bonjour, je m'appelle Peter Halm, je suis ici pour le Crosslines Essential Media. Je voulais vous demander si votre collègue et vos membres ont une idée de
qui croient qu'il y aura un Brexit ou non. Si vous avez une idée, s'ils ont une opinion. Je ne demande pas votre opinion, mais chez vos membres, chez vos confrères. Normalement, ce que je discute avec mon épouse au cours du petit déjeuner reste entre nous. Je lui ai dit 54% pour Remain. Voilà. Moi, je pense que ce sera aussi un Remain, mais pas aussi flagrant que 54%, qui me semble déjà beaucoup. Je vais plutôt à 51%. 52. Oui. Je pense que je vais abonder dans le sens de Caroline. Je pense que ça sera assez serré, que ça sera à 51 et que donc la question malheureusement ne sera pas tranchée et donc l'Union européenne ne sera pas dans une position sereine pour discuter avec nous et donc on continuera à avoir encore des problèmes pendant des mois et des mois. Et il y a une question tout au fond. Oui. Il faut venir reparler au micro devant. Merci. Juste un point de clarification qui n'a pas été soulevé. Que se passera-t-il si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne? Elle va quitter une organisation internationale qui s'appelle l'Union européenne. Elle ne va pas quitter l'Europe, elle ne va pas quitter le Conseil de l'Europe, elle ne va pas quitter l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe. Et d'autre part, c'est une organisation qui est démocratique. Il n'y a pas beaucoup d'organisations internationales démocratiques. L'ONU n'a pas de parlementaires, par exemple. Le Conseil de l'Europe a des parlementaires, mais il n'y en a pas dans la Ligue arabe, il n'y en a pas dans l'ASEAN, je ne crois pas encore dans l'Union africaine. Donc, ça serait bien dommage pour les parlementaires britanniques. C'est tout. C'était ma petite contribution. Et pas que pour eux. Il y a aussi énormément de gens qui travaillent dans la Commission européenne, des Britanniques. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est pas encore très clair. Quel statut ils vont? Est-ce qu'ils vont pouvoir rester? Alors, d'après ce que je sais, ils vont pouvoir rester, mais ils ne pourront pas grimper dans la hiérarchie. Et qu'ils engageront plus de Britanniques. Et surtout, la langue. Quel va être le statut de la langue anglaise dans l'Union européenne? Il reste l'Irlande, mais c'est tout. Et oui, Malte peut-être. Mais... Je peux vous dire, pour les fonctionnaires internationaux, ils sont recrutés sur une base d'indépendance, d'impartialité, donc leur appartenance nationale normalement ne devrait pas compter. Mais voilà, ça c'est une question intéressante. Est-ce que le français en profitera ou l'allemand d'ailleurs en profitera? Ça c'est une question ouverte. Ouais. Très bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, au débat à l'université, c'est à midi, je crois. Pardon, midi 15. On aura les résultats quand? Ce soir, je pense. Demain matin. C'est à Unimail. Faut regarder sur notre site, c'est à Unimail. Voilà. Au rez-de-chaussée. Très bien, merci encore à nos panélistes. Et puis, suspense. Très bien.